Alors, nous avons maintenant le plaisir et l'honneur d'accueillir un deuxième intervenant que j'ai appelé Junior, mais pour la relative jeunesse de ses recherches, évidemment, mais ce n'est pas une hiérarchie de valeurs, parce que comme chacun sait, la valeur n'attend point le nombre des années. Alors, il s'agit de M. Arthur Cogniet, qui est doctorant en ethnologie et anthropologie sociale à l'Université de Lumière Lyon 2, membre du laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains, c'est pas facile ça. L'ADEC, c'est mieux. Ça. FRE, alors c'est France étranger ou c'est France 3, mais pour l'étranger, c'est quoi FRE 2002. Université Lumière Lyon 2, École normale supérieure de Lyon, CNRS. Et Arthur Cogniet est également lauréat 2017 de la bourse doctorale en ethnologie Louise Béran et Olivier Toussaint. Il travaille chez les Naporuna de l'Équateur, dans la partie amazonienne. Il rentre de son terrain, il est rentré il y a peu de temps, il est encore en décalage horaire, probablement. Et il est venu, il a accepté de venir nous évoquer son travail de recherche sur un terrain que j'ai eu l'occasion d'entendre déjà un petit peu lors de la remise de la cérémonie de la bourse. On avait fait une première introduction qui est très intéressante. Et donc, je laisse la parole à ce jeune chercheur en le remerciant. Bonjour à tous. Je remercie Pierre Leroux pour m'avoir invité dans le séminaire. Je vous remercie aussi pour être venu et pour m'écouter. Il m'a présenté, donc pas besoin de le faire. En revanche, je vais présenter un petit peu mon terrain pour contextualiser, avant de passer vraiment au thème de recherche là que je vais présenter. C'est un thème de recherche qui est lié à mon travail de qui est lié à mon travail de terrain assez récent, puisque ça fait 3 ans bientôt 4 ans que je travaille en Amazonie équatorienne. Donc c'est de la recherche vraiment en cours, donc c'est pour ça que ça peut paraître peut-être un peu brouillon et très peu théorique. Ça va être surtout très ethnographique. Voilà. Donc mais faut que je fasse attention. Moi je travaille en Amazonie équatorienne. Donc c'est sur cette carte, vous voyez, donc c'est un pays. L'Équateur est un pays d'Amérique du Sud qui est séparé plus ou moins en 3 régions, la côte, les Andes au milieu, puis l'Amazonie, qui est sur la partie grise, là, sur ma carte. Donc, je travaille avec une population indigène de l'Amazonie qui se définit comme Napo-Runa. Cette population indigène vit le long du fleuve Napo, celui qui se trouve en bleu clair sur la carte, et ses principaux affluents qui sont ceux qui sont en bleu foncé. Moi je travaille donc plutôt dans la partie haute qui est dans le cercle jaune, mais des fois je me balade un peu dans toute cette partie de l'Amazonie équatorienne. C'est un territoire assez vaste qui est peuplé par des groupes indigènes, plusieurs groupes indigènes dont les Naporuna, et aussi des colons équatoriens arrivés depuis les années 60 surtout pour faire de l'agriculture commerciale et de l'exploitation pétrolière et toutes sortes d'exploitations minières, du bois, enfin voilà, des activités assez extractivistes, capitalistes. Voilà. Comme je l'ai dit, cette population se définit comme Napo-Runa, qui signifie les gens du fleuve Napo dans leur langue qui est le quichua amazonien, qu'ils appellent Runashimi.
qui signifie la langue des runat, des hommes, la langue des hommes. Donc c'est une langue qui appartient à la famille des langues quechua parlées dans les Andes. Et donc c'est une variante locale, un dialecte amazonien qui présente certaines particularités. Donc c'est un groupe culturel assez important puisqu'il serait entre 100 000 et 150 000 actuellement. Et donc ça en fait aussi le groupe indigène le plus important de la forêt amazonienne, je crois. Enfin, un des groupes les plus importants. C'est une culture qui ressemble assez à d'autres cultures amazoniennes. Donc, ce sont surtout des agriculteurs, chasseurs et pêcheurs, et qui sont de plus en plus reliés aux activités capitalistes de production comme l'agriculture commerciale et le travail dans l'exploitation pétrolière, donc qui sont de plus en plus confrontés en fait à l'économie de marché et au travail salarié. Et donc avec toutes les conséquences que ça peut introduire. Du coup, c'est aussi donc une société qui pratique le chamanisme, qui a une ontologie animiste, et donc il y a une très riche mythologie qui va être un peu le thème de ma présentation. Donc voilà, c'est ce genre d'environnement, la forêt amazonienne au pied des Andes qu'on voit derrière. Voilà. Donc on va passer à la présentation donc, de l'écriture des mythes chez les Napuruna. Donc ça sera pas je vais pas réellement parler de la mythologie, mais plus du processus pour écrire ces mythes. Donc comment en fait dans l'espace d'un siècle les mythes sont passés de l'écrit à l'oral, et comment est-ce qu'ils ont changé de forme et de valeur en même temps qu'ils changeaient de support. Voilà. Et donc comment aussi dans un contexte actuel qui est multiculturaliste, ces mythes ont acquis une valeur patrimoniale. Et donc dans le contexte du multiculturalisme politique et du tourisme en Amazonie. Donc pour faire cette analyse, j'ai bien sûr écouté beaucoup de mythes et j'ai enregistré beaucoup de mythes, mais mon analyse va surtout porter sur un objet qui est le recueil de mythes, donc le recueil de textes, plutôt le recueil de textes indigènes, de récits indigènes qui contiennent des mythes, mais pas que, mais ça on va en parler après. Voilà. Donc on va donner quelques éléments de définition pour le mythe. Donc moi j'ai considéré que le mythe c'était quelque chose d'indispensable dans toutes les cultures, du moins je pense. Je sais pas, je pense pas qu'il existe des cultures qui n'utilisent pas le mythe. Je le définis comme un récit oral ou écrit qui explique les origines ou l'existence d'un ordre cosmique et social. Donc son principal rôle est explicatif. Donc le mythe raconte comment une situation a évolué d'un point A à un point B, comment certains êtres sont apparus, certaines choses, comment elles sont apparues, comment elles se sont transformées. Voilà, donc... en général aussi, je considère, et ça c'est très important en fait pour la suite, que le mythe est considéré comme vrai pour les personnes qui font partie de la culture à laquelle appartient le mythe. Et donc une définition anthropologique du mythe serait qu'il s'agit d'un récit qui a une valeur explicative sur l'état du monde et des choses, et qui est considéré comme vrai par les personnes qui les racontent, les écoutent ou les lisent. Et en revanche, dans le sens commun, mythe est souvent un synonyme de récit faux ou inventé. Donc voilà, c'est la définition anthropologique du mythe et la définition du sens commun qui serait plutôt
l'inverse finalement. Voilà. Et donc, voilà, le mythe est quelque chose de sérieux, du moins pour ceux qui croient dedans et qui les racontent. Et en ce sens, le mythe se distingue d'autres types de récits comme le conte et l'histoire orale. Donc, par exemple, le conte qui est... Donc là, je reprends surtout les travaux de Jacques Goudy, qui définissent le conte vraiment comme quelque chose qui est distrayant, qui est raconté pour distraire, et non pas pour apprendre vraiment des choses. Donc le conte, en général, n'a pas la même valeur que le mythe. Voilà. La mythologie Naporuna, on va juste en parler brièvement. Donc là, j'ai choisi d'illustrer cette mythologie par un dessin d'un ami à moi qui s'appelle Mishki Chulumbu, qui est un indigène Naporuna et qui publie des recueils contenant des mythes. Et donc là, c'est un dessin qui représente les jumeaux mythiques en train de détruire les jaguars. Donc ils ont fait un pont pour les piéger, un pont qui ne tient pas. Ils leur ont dit de passer et les jaguars tombent tous et disparaissent de la terre pour laisser place à l'espèce humaine, à la société, pour que la société puisse se développer sans cette menace que sont les jaguars. Donc bien sûr, ces héros mythiques, ces jumeaux mythiques ont fait beaucoup de choses, comme tuer l'aigle géant, le jaguar géant, l'anaconda géant, toutes ces choses qui permettent à la société d'exister. Et ensuite, ils sont montés dans le ciel, se sont transformés en étoiles, que l'on peut voir donc le matin et le soir, qui est Vénus. Donc ce sont ces deux personnes-là. Voilà. Donc, dans le contexte traditionnel, ce sont les anciens, qu'on appelle donc en quichua les rukuguna. Donc ce sont eux qui racontent les mythes aux plus jeunes. Et généralement, donc, cette transmission se passe dans un cadre familial. Donc les grands-parents qui racontent à leurs petits-enfants, parfois les parents vieux aussi qui racontent à leurs enfants. Le moment privilégié pour raconter pour transmettre ces récits-là, c'est le matin, environ à 3-4 heures du matin, quand les gens se réveillent pour le déjeuner, pour préparer le déjeuner, et où ils boivent une infusion qui s'appelle waïsa. C'est une feuille d'un arbre qui est bu en infusion. Donc waïsa upina, c'est ce moment-là qui veut dire boire de la waïsa. Donc c'est là qu'on converse sur les mythes et aussi sur les rêves qu'on a eus dans la nuit. Voilà, donc dans cette culture, les anciens sont toujours considérés comme des sources de connaissances vraies et utiles. Et donc, en général, moi, les mythes que j'ai entendus de la part de ces personnes commencent pratiquement toujours par voilà, c'est mon grand-père qui m'a raconté, et voilà, ou ma grand-mère, et finissent par voilà, c'est comme ça que disait mon grand-père, ou ma grand-mère, voilà. Donc voilà, c'est le rôle des anciens de raconter ces mythes, et en général, les jeunes ne s'y risquent pas trop, parce qu'ils n'ont pas cette autorité de savoir et de connaissance qui leur permettrait de les raconter. Donc c'est très rare que des jeunes racontent des mythes. Voilà, alors là on a une photo de moi qui écoute un mythe raconté par un ami à moi qui s'appelle Eusebio Chiwango. Donc là c'était le jour, mais ça avait commencé assez tôt, donc durant la Waïsa Upina. Donc ça c'était le contexte traditionnel. Au dire des personnes avec qui je travaille, les occasions dans lesquelles les mythes se transmettent se font de plus en plus rares aujourd'hui. Donc la situation de transmission que j'ai parlé avant, qui s'appelle la Waïsa Upina, qui se passe le matin, tend à disparaître. Elle est perturbée.
Alors notamment par la présence de télévision et de postes de radio qui sont allumés à cette heure-là dans la maison des gens. Donc on a un autre interlocuteur que les anciens. La présence aussi de nouvelles sources de connaissances qui ont gagné beaucoup en légitimité, qui sont l'école, par exemple. Et sûrement parce que de plus en plus, les jeunes ne vivent plus forcément dans la maison de leurs grands-parents. Parfois, ils sont allés dans d'autres endroits pour étudier, enfin, ce genre de choses. Le résultat, c'est qu'il semble y avoir une rupture de la transmission orale des mythes. Mais malgré cette rupture orale, il y a de plus en plus de publications qui concernent les mythes. Donc plus en plus de recueils de textes indigènes qui contiennent des mythes, et qui sont en partie écrites par des indigènes Napuruna ou du moins en collaboration. Donc la question c'est pourquoi en fait, comment ça se fait que ces mythes s'écrivent de plus en plus et se racontent de moins en moins. Il est aujourd'hui assez difficile d'avoir des situations réelles de transmission orale de mythes. Donc quand on est anthropologue, qu'on arrive à se faire des amis qui veulent bien nous les raconter, on y arrive. En revanche, souvent, la transmission envers les jeunes est de plus en plus compliquée. Vers l'anthropologue, un peu moins. Après, si on a de l'argent pour payer les gens, là, ça marche totalement. Mais si on n'en a pas, il faut vraiment se faire des amis. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu de l'alphabétisation en fait, de cette culture. Donc c'est une culture qui est toujours en cours d'alphabétisation. Donc jusqu'à la moitié du XXe siècle, comme beaucoup de cultures amazoniennes, et beaucoup de cultures dans le monde d'ailleurs, c'était une culture entièrement orale qui ne connaissait pas l'écriture, du moins qui ne la pratiquait pas. Dans les années 1930, on a un début d'enseignement de l'écriture en espagnol, dans l'école de la mission Joséphine, donc qui vient d'arriver dans les années en 1922, qui vient d'arriver, donc elle commence à avoir des écoles, mais très peu d'enfants en fait se rendent à l'école, très peu d'enfants indigènes se rendent à l'école, et en fait c'est surtout dans les années 60-70 que la majorité des enfants sont enfin envoyés à l'école et alphabétisés en espagnol. Donc souvent pour des raisons très très pragmatiques, donc dans un contexte de colonisation assez agressive pour les terres, il y avait une nécessité que les enfants apprennent à lire pour pouvoir ensuite se défendre d'une manière administrative, comprendre les contrats qu'on faisait signer aux gens sans qu'ils ne sachent ce qui était écrit. Donc voilà, des raisons assez pragmatiques pour apprendre à écrire. Dans les années 80, au niveau de l'Équateur, on a la création du Quichua unifié, qui est une langue donc artificielle qui a été créée pour unifier tous les dialectes du Quichua. C'est une langue qui ne respecte donc pas les dialectes locaux, et la plupart des gens, des Napuruna, trouvent que cette langue sonne bizarre ou qu'elle sonne moche. Et donc bien qu'enseignée dans les écoles interculturelles bilingues, elle n'est pas très utilisée, du moins elle est utilisée surtout par une élite indigène urbaine, mais la majorité de la population rurale ne comprend pas réellement cette langue et donc ne l'utilise pas, elle est incapable de la lire ou de l'écrire. Donc très peu utilisée pour la communication orale et encore moins pour la communication écrite. Donc les gens qui lisent et qui écrivent, donc actuellement la majorité de la population, le font en espagnol. Donc comme cette société n'est pas entièrement alphabétisée, et aujourd'hui encore il y a beaucoup d'anciens qui sont analphabètes, la transmission des mythes c'est fait surtout via l'oralité. Donc les premiers à avoir écrit des mythes Napurunas ce ne sont pas les Napuruna eux-mêmes. Donc là je vais faire une petite histoire de
des gens qui ont écrit les mythes des Napuruna, donc que j'ai appelé les mythographes classiques. Donc les premiers sont les explorateurs qui, durant le 19e et le 20e siècle, ont beaucoup il y en a beaucoup qui ont visité la région, mais ils ont quand même laissé peu de remarques concernant la mythologie. Et donc moi j'ai trouvé seulement 2 articles, donc sous forme de recueil, qui contiennent des récits indigènes. Donc voilà, je mets les textes des 2 articles qui sont parus dans des revues équatoriennes d'histoire, je crois, je ne me rappelle plus. Voilà, le deuxième est un explorateur ethnologue belge. Voilà. Donc ces recueils contiennent de l'histoire orale, des mythes, des contes, et les auteurs appellent cela, donc sans trop de distinction, des contes, traditions et légendes. Les textes qui sont en version quichua ont été reformulés et traduits aussi en espagnol. Donc on a les 2 versions, on a en quichua et en espagnol, mais en quichua reformulé, donc évidemment en espagnol reformulé. Donc on verra que ça c'est assez important parce que pour la suite de toutes les autres personnes qui vont publier des recueils de récits indigènes, ça sera un peu la règle, reformuler la parole indigène. Donc ces personnes, les explorateurs, ont sûrement recueilli et publié ces mythes parce qu'à l'époque la région était assez peu connue et semblait encore assez sauvage. Donc je pense qu'il y avait un certain exotisme dans la mythologie des indigènes. Donc pour ça c'était intéressant sûrement pour eux de les publier. Voilà. Ensuite on a les missionnaires. Donc les missionnaires qui travaillaient en Amazonie équatorienne ont été très, très attentifs aux mythes et à l'histoire orale, et tous les récits d'ailleurs que produisaient les indigènes. Ça, on s'en doute, on se doute qu'ils étaient intéressés par la cosmogonie indigène, puisque le but de ces institutions religieuses est d'enseigner une autre cosmogonie, donc on comprend bien l'intérêt pour eux de le faire. Donc on a eu beaucoup de recueils de récits indigènes qui ont été publiés par les missionnaires. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est un missionnaire anglais protestant qui s'appelle George Tidemarsh, qui a été publié en 1939. Ensuite on a le Summer Institute of Linguistics, qui est une organisation américaine qui utilise des linguistes missionnaires pour traduire la Bible dans toutes les langues indigènes possibles et ensuite évangéliser. Donc eux, ils ont fait beaucoup de publications de recueils de récits indigènes entre 71 et 85. 85, date où ils ont été expulsés. Et on a aussi la mission Capucine, qui travaille dans cette région, qui a aussi publié beaucoup de recueils de récits indigènes. Et la mission Joséphine, donc, qui travaille aussi dans cette région, mais qui a très peu publié. Donc les publications du Summer Institute of Linguistics et de la mission Capucine sont généralement le fruit d'une collaboration entre indigènes et chercheurs, et missionnaires du coup. Les 2 missions ont formé des indigènes à la documentation de leur propre culture, et ils ont aussi collaboré avec des ethnologues pour faire leurs textes. Du coup, il s'ensuit une production de textes en langue quichua et traduits en espagnol et qui ont également été reformulés. En revanche, donc, la mission Joséphine, comme j'ai dit, elle a publié assez peu et tout en espagnol et sans collaboration avec les indigènes. Donc c'est une collaboration avec les indigènes, c'est-à-dire qu'on peut avoir le nom des personnes qui ont donné les récits. On voit que dans l'équipe de recherche, il y avait des indigènes, donc ce sont souvent eux qui ont participé pour la traduction, pour l'écriture en quichua. Les derniers mythographes classiques que sont les ethnologues.
évidemment. Donc le premier ethnologue vraiment moderne à avoir travaillé avec les Napuruna a publié en 1956 un recueil de récits. Donc, mais d'une manière générale, on va dire que les ethnologues sont pas vraiment intéressés à publier des textes indigènes simplement pour publier des textes indigènes. Ils s'en sont plutôt servis dans leurs ethnographies pour illustrer ou dans leurs théories, en tout cas pour informer leurs théories. Donc il n'y a rien à voir avec ce qu'ont fait les missionnaires. Et donc la seule, une exception est donc Michael Uzendowski qui a publié un livre qui traite assez essentiellement de la mythologie Napuruna. Donc on peut trouver beaucoup de textes qui n'ont pas été du tout reformulés. Donc il a été écrit avec sa femme qui est aussi indigène Napuruna. Voilà pour les ethnologues. Donc ensuite arrive une nouvelle séquence qui est celle qui arrive avec le multiculturalisme politique, et donc qui va créer en fait un nouvel intérêt pour la mythologie et les textes indigènes en général. Donc voilà, depuis les années 90, donc sous la pression des mobilisations indigènes et aussi de certains acteurs internationaux, les pays d'Amérique commencent à entreprendre des réformes qui visent à faire concorder la politique avec les réalités multiculturelles de ces pays. Donc ces États ont reconnu l'aspect multiculturel de leur société et les différentes identités indigènes qui les composent. Donc ces réformes représentent pour les indigènes des avancées assez importantes en matière de droits politiques, territorial et économiques, mais aussi, et donc en théorie, je mets en théorie, un droit à la particularité culturelle. Donc, en ce qui concerne l'Équateur, il est officiellement multiculturel et pluriethnique depuis 1998. Et en 2008, l'État déclare qu'il destinera des ressources nécessaires à la récupération et au développement des savoirs ancestraux des populations indigènes. Donc voilà, on voit que les indigènes sont un peu passés du statut de paysan qu'il faut intégrer à la culture nationale à un nouveau statut de peuple indigène dont la culture doit être préservée. Ce nouvel intérêt pour les cultures indigènes a entraîné des politiques pour documenter, sauvegarder et protéger les savoirs ancestraux, donc ce qu'ils appellent donc les savoirs ancestraux. Et donc ça a eu pour effet de multiplier les publications sur le sujet, donc sur les savoirs ancestraux des cultures indigènes. Les nouveaux acteurs qui participent à ces publications de récits indigènes, souvent en tant que financeurs, mais aussi souvent à la base de ces projets de documentation, sont généralement des institutions politiques et culturelles, donc locales souvent, comme les mairies, les cantons, enfin les cantons. Régionales, ça peut être donc la direction provinciale d'éducation bilingue ou la direction provinciale de la culture, voire nationale, donc le ministère de la Culture, par exemple, ou de l'éducation, ou aussi mondiale, donc par exemple l'UNESCO qui a publié, en collaboration avec des indigènes et des anthropologues, ont publié des mythes Napuruna. Donc on a aussi les ONG qui sont bien investis dans ce champ-là de documentation des savoirs ancestraux. Et on a des intellectuels locaux qui sont non indigènes mais qui se sont passionnés un peu pour cette culture et qui eux publient en général dans des médias un peu plus libres comme sur internet, sur des blogs, sur YouTube, sur la radio locale, sur des journaux locaux. Voilà, et des fois qui publient des livres recueils qui sont distribués localement. Et bien évidemment, les intellectuels indigènes sont intimement liés à tous ces processus de recherche et de publication. Et donc voilà,
c'est aussi une manière d'avoir... et en fait, la collaboration avec ces indigènes donne une certaine légitimité et authenticité à ces recueils de récits. Donc voilà, j'ai dit une explosion à partir des années 90 et surtout dans les années 2000 et 2010 de ce que j'appelle la littérature indigène sur les savoirs ancestraux, qui dans cette catégorie-là en fait sont cataloguées beaucoup de choses comme le chamanisme, la cuisine traditionnelle, la médecine traditionnelle, l'histoire orale, les contes, les récits de rencontres avec les êtres de la forêt, la musique et bien évidemment les mythes. Donc là, sur la diapo, on peut voir différents livres donc c'est ceux que je possède moi en version papier. Il y en a bien évidemment beaucoup plus qui sont voilà, c'est le fruit de cette collaboration en fait avec des institutions politiques, des ONG et des indigènes, des intellectuels indigènes. Et certains indigènes qui publient tout seuls. C'est le cas des 2 livres du milieu en bas. On en parlera plus tard. Donc en ce qui concerne les mythes dans ces recueils-là, ils sont en général donc mélangés à d'autres genres de récits, contes, contes, histoire orale, enfin ce que j'ai dit, et reformulés comme on a vu précédemment. Donc là, maintenant je vais analyser en fait la transformation de la forme du mythe lorsqu'il passe à l'écriture. Donc comme on a pu constater, les mythes s'écrivent depuis longtemps, et donc ils ont été écrits par différents acteurs. Et donc les caractéristiques communes de tous ces recueils, c'est que ils ont été reformulés dans leur version écrite et même en langue quichua. Donc par exemple, donc ils ont été raccourcis, et des détails ont été enlevés. Donc moi par exemple j'ai enregistré des mythes que j'ai transcrits littéralement. Ça peut prendre 10 pages, 15 pages. En général, dans les recueils, on va trouver des choses d'une page ou 2 pages. Parce qu'en fait, si on prend que les détails qui semblent vraiment importants pour l'histoire du mythe, on peut réduire ça vraiment à très peu. Donc c'est généralement ce qui a été fait. Donc pour des raisons pratiques et esthétiques, disons. Donc en enlevant tous les détails qui peuvent paraître insignifiants. La structure grammaticale et syntaxique a aussi été modifiée pour que les textes soient assez similaires à des contes de la tradition écrite occidentale. Donc par exemple, dans les contes de la tradition occidentale, on va dire que le temps qui est utilisé est surtout le passé. Et en revanche, dans les mythes oraux, les mythes Naporuna, on va avoir surtout le temps présent et parfois le passé, mais beaucoup plus le présent. Et en fait, dans la version écrite, ça a été totalement zappé, et donc c'est tout au passé, donc dans le passé, en langue quichua, mais tout au passé. Autre chose qui a été totalement zappé, c'est que en fait, le mythe Naporuna est une suite de citations. C'est-à-dire que comme c'est la parole des anciens qu'on rapporte, on cite toujours les anciens. Donc à chaque phrase qui est dite, à la fin de la phrase, on va avoir le verbe nina qui veut dire dire. On va avoir ce verbe conjugué à la 3e personne du présent ou 3e personne, donc il dit. Et on va avoir ce il dit qui va ponctuer chaque phrase. Donc il dit en quichua nin. Donc maintenant je vais mettre une vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été faite par Michael Luzendowski qui l'a publiée sur son site internet qui va avec son livre. Donc moi j'avais pas de vidéo parce que j'ai fait que des enregistrements audio. Donc on va mettre sa vidéo et je vais vous demander de faire attention quand vous entendez ce mot nin. Donc il y a des sous-titres en anglais. Voilà, je vais la lancer, on va pas la regarder en entière, mais
Je sais pas si le son fonctionne. Kona kay Ah bah si. nyokan kausaw sa Ecuador laktay kay urin tipambay kaya kami ni sinalara. Hijo yaku shamu garau piga shu ucharanara manja kasilya kausa hinti wawayu hinti choyonayu wasimi Ángel rumamok nimi may kandaga balsara rashi gispingit may kandaga urkuma sekashi gispingit cha irimak minin sinak piga paygunaga urkuma sekanga yareno kanin chau piruna kay tena yaku umay shu chiuta urkunska sayang hawa urku chi urkuma sekanau kanin sinak pi shu urku takanin ansuk umay kula urku niska chiwas sinalara rona sekashka tugu kanin awam sinak pi shu urku takanin kay. Donc dans cette vidéo, là je sais plus, en 1 minute et quelques, j'en ai compté 7 je crois de ce Nin, qui est donc Ildi. Donc là il a traduit par Ildiz, parce que ça importe pas vraiment en fait le pluriel ou le singulier, ça peut être interchangeable. Voilà. Donc c'est un mythe raconté par un ancien, c'est le mythe du déluge, du châtiment de l'eau en fait. Donc Dieu envoie une inondation énorme et les gens survivent en montant sur une montagne. Enfin, très peu de gens survivent, dans certaines versions juste 2, survivent en montant sur une montagne qui elle-même par la suite va grimper plus haut que toutes les autres montagnes, et donc il y aura 2 survivants qui vont survivre en mangeant les poux qu'ils ont sur leur tête. Et puis ensuite, donc, la montagne va redescendre et de là va renaître l'humanité. Donc là, pour que ce soit un peu plus clair, donc c'est un mythe que j'ai moi-même aussi enregistré, donc que m'a raconté mon ami Mishki Chulumbu. Donc là, j'ai fait, on a à gauche la partie en quichua. J'ai mis donc le Nin en rouge et puis ensuite la traduction en français. Et donc là c'est donc une séquence du mythe, et on voit que cette citation Ildiz ou Ildi revient sans cesse. Et donc ce qui nous montre que c'est une suite de citations qui renvoie directement aux ancêtres qui racontent les mythes. Donc bien évidemment dans les versions écrites, tout ça a zappé totalement, que ce soit en langue quichua ou en espagnol, parce que évidemment ça ressemble pas du tout à un récit classique de l'écriture, et donc très difficilement appréhendable par des personnes qui sont pas de cette culture et de cette langue. Autre chose qui arrive avec l'écriture du mythe. Bon, comme on le sait, ce sont des récits en fait qui peuvent s'enchasser, se mélanger. Donc il est en général assez difficile de les segmenter. Donc par exemple, on a le déluge d'eau, le déluge de feu qui peuvent être racontés simultanément. Ce sont des choses qui peuvent arriver en même temps, ou l'une avant, l'une après. Mais il n'y a pas forcément de réel ordre chronologique et de segmentation, et donc on peut passer d'un mythe à l'autre, et il existe des ponts entre les mythes. D'autant plus que tout le monde ne connaît pas forcément tous les mythes, donc voilà. En revanche, dans les mythes écrits, il y a vraiment une segmentation assez rigide, et pour le coup, moi j'ai entendu donc de la part de Mishki Chulumbu, j'ai entendu le mythe du déluge d'eau et du déluge de feu vraiment raconté de manière assez simultanée. Et ensuite, j'ai pu voir que dans son dernier livre, qui n'est pas encore paru, il avait écrit déluge d'eau, déluge de feu, qui en fait, dans sa version orale, étaient des actes vraiment assez simultanés, quoi. Mais aussi, parfois, donc l'écriture du mythe permet à certains mythes d'être écrits sous forme de saga, ordonner chronologiquement une suite de différents mythes.
Donc par exemple dans la mythologie Naporuna, il existe beaucoup de mythes qui concernent les jumeaux mythiques, comme j'en ai parlé. Donc du coup ils naissent de l'inceste en fait entre un frère et une sœur qui sont la lune et un oiseau. Ensuite ils sont élevés par une grand-mère puma. Ensuite ils vont débarrasser le monde de tous les dangers et créer des trucs, comme dans beaucoup de mythologies, et ensuite monter au ciel. Évidemment la plupart des gens ne connaissent pas tous ces mythes. Et donc, ils peuvent en raconter certains, pas forcément dans un ordre logique. Mais du coup, quand on passe à l'écriture, on va retrouver tous ces mythes à la suite, dans un ordre chronologique, enfin, ordonné du coup, et aussi parfois écrit tout d'un bloc en 15 pages. Voilà. Voilà. Donc... Et dernier changement de forme aussi, souvent dans ces recueils de récits, il y a beaucoup d'illustrations. Ensuite, on va parler de la transformation de la valeur de ces mythes lorsqu'ils passent à l'écrit. Donc, une caractéristique de ces récits, de ces recueils de récits indigènes, c'est qu'ils mélangent différents genres. Mythes, contes, histoire orale, chansons, rêves, histoire de la vie quotidienne, etc. Et en fait, les auteurs, donc que ce soit les mythographes classiques, comme j'ai dit, les missionnaires, les explorateurs et certains ethnologues, et du coup, et les nouveaux mythographes qui sont arrivés avec le multiculturalisme politique, ces auteurs ne font pas de découpage théorique entre ces récits. Donc, moi, l'explication que j'en donne, c'est que, en fait, selon les auteurs non indigènes, qui contrôlent quand même relativement cette publication de récits, tous ces récits ont la même valeur. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'explication que j'en donne, c'est que pour ces auteurs de recueils, ces récits sont tous égaux entre eux, dans le sens où ils ne sont pas vrais. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, beaucoup aussi dans ces recueils de récits sur les rencontres avec les êtres de la forêt. Ces êtres de la forêt qui s'appellent Sacharuna, Sachawarmi et d'autres, qui en fait sont des actes assez banaux, puisque tout le monde en rencontre dans sa vie, voire plusieurs fois, même très souvent. Et donc du coup, ça n'a pas du tout une valeur de mythe. Mais comme les personnes, donc missionnaires et toutes les personnes en fait qui sont impliquées dans cette publication, sauf les indigènes, considèrent que ce sont des croyances en fait, et que ce n'est pas vrai, ils vont ranger tout ça pareil avec les mythes. Et ce qui explique que aussi on va avoir par exemple le conte du jaguar et de la tortue qui font une course. La tortue gagne parce qu'elle est beaucoup plus rusée, qui va être en fait assimilé au mythe de l'origine de la société, alors que c'est des récits qui n'ont pas du tout la même valeur. Pourtant, ils vont être appelés exactement de la même manière et considérés pareil, comme savoirs ancestraux en fait. Voilà. Donc là, pour m'appuyer, je vais prendre la citation d'un missionnaire qu'on trouve dans un de ses recueils. Donc il dit les mythes, les légendes et les traditions des peuples amazoniens nous montrent une partie très importante de la richesse culturelle des peuples amazoniens. Dans ceci, la réalité mélangée avec la superstition et la légende nous révèle pas à pas la manière de vivre de nos aborigènes. Donc en fait, tous ces récits-là obtiennent la même valeur en fait, car ils sont concrètement des légendes, des superstitions. Et donc le terme mythe, quand il est employé dans ce genre de publication, n'est pas employé dans un sens anthropologique du terme, mais bien plus dans le sens commun qui signifie faux, récit faux, inventé. Ça, on le voit beaucoup d'ailleurs dans les publications qui sont faites en collaboration avec les institutions politiques, culturelles locales et avec les ONG. Donc, moi, j'en ai conclu que en fait, les personnes qui racontaient les mythes croyaient donc dans la véracité de ces mythes, mais qu'en revanche, ceux qui les écrivaient n'y croient pas vraiment. Donc également, dans le contexte, tiens, j'ai fait n'importe quoi. Dans le contexte actuel, le mythe a pris une valeur patrimoniale,
au même titre que toutes les autres choses cataloguées comme savoirs ancestraux. Ce patrimoine ou bien cette richesse culturelle est quelque chose qui s'inscrit dans le projet politique multiculturel de l'Équateur, mais aussi dans le tourisme local. Donc il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué pour la production de ce genre de recueil de récits pour sauvegarder la culture. Et donc les entités politiques locales, et pas que locales d'ailleurs, donc pour ces entités politiques, il est vraiment important d'avoir une production matérielle, donc sous forme de livres, qui atteste la sauvegarde de cette culture. Et donc voilà, la collaboration avec des indigènes, souvent des intellectuels, liés aux institutions politiques, permet au projet de bénéficier d'une authenticité et d'une certaine légitimité. Enfin, les auteurs indigènes qui publient eux-mêmes, qui ne sont pas investis dans des projets de collaboration avec les institutions politiques ou culturelles ou les ONG, donc ils ont une situation assez paradoxale dans le sens où ils vont reproduire en fait cette écriture standard. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'écriture du mythe, elle est historiquement contrôlée par les non indigènes. Et du coup voilà du coup dans les années 90, donc des intellectuels vont publier des recueils de récits eux-mêmes et ils vont reproduire. Donc c'est le cas de Mishki Chulumbu. Donc là j'ai mis ces deux livres qui sont parus, le premier en 93 et le deuxième en 2010. Le troisième va bientôt paraître. Donc comme on peut voir sur la couverture, on a la dénomination classique, donc conte, légende, histoire, croyance et fait dans la région de Napo. Donc ça, c'est vraiment les dénominations classiques qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'elles ont dans la langue, ce qu'elles sont dans la langue, donc qui renvoient toujours aux anciens. Et donc il va aussi publier des textes qui sont en espagnol, parce que déjà les gens n'écrivent pas en quichua en fait, et publier en espagnol, et donc dans une forme très condensée, très littéraire en fait, donc en utilisant le temps passé et pas du tout les formes orales. Donc les raisons et donc avec aussi bien évidemment des illustrations. Donc les raisons pour lesquelles ces auteurs indigènes, et il n'y a pas que lui, il y en a quelques-uns d'autres, les raisons pour lesquelles ils ont pris exemple sur ce qui était standard, ce qui avait déjà été fait en fait en termes de recueil de récits, je pense que c'est parce que ça s'est d'une certaine manière institutionnalisé. Et donc ils n'écrivent aussi pas en quichua parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas leur langue écrite. Leur langue écrite est l'espagnol. Ils ont appris à lire et à écrire en espagnol. Et il y a toujours eu une séparation en fait d'usage entre les deux langues. L'espagnol pour l'écriture et les relations avec les colons, et notamment les relations dans un contexte de colonisation, qui sont donc lire des papiers administratifs et écrire des papiers administratifs et signer, et le quichua qui est donc jamais pensé comme une langue de l'écriture parce qu'elle sert à la communication orale entre indigènes pour la vie dans la communauté et dans la forêt. Voilà. Et donc la dernière raison, je pense, de pourquoi les auteurs indigènes ont reproduit cette manière de faire qui déforme assez radicalement leurs paroles, c'est que le public visé n'est pas spécialement indigène. Donc les Naporuna lisent très peu. Il n'y a pratiquement jamais de livres dans aucune des maisons. On trouve des livres, pratiquement jamais, ou alors c'est des livres donc, qui sont le fruit de collaborations comme ça, mais en fait les gens ne les ont même pas lus souvent. Et donc en fait c'est là où en fait la valeur patrimoniale est importante. C'est vraiment pour prouver, nous on a des récits qui attestent de notre existence en tant que peuple, en tant que culture, donc pour prouver aussi au reste des habitants de l'Équateur, et aussi pour les touristes.
qui sont en fait je pense, les principaux acheteurs de ces livres. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a maintenant des recueils de récits indigènes contenant des mythes qui sont traduits en anglais, donc qui ont une version anglaise, une version en espagnol, et aussi pourquoi beaucoup de gens cherchent quelqu'un qui peut traduire en anglais. Donc moi, on m'a déjà demandé plusieurs fois, mais voilà, je ne peux pas trop le faire. Et donc voilà, on voit que on s'attend à s'adresser à un autre public que les indigènes. D'où la nécessité de s'adapter. Donc pour conclure, voilà, ça fait à peu près un siècle que les mythes Naporuna sont écrits. Donc de nombreux acteurs y ont participé, des explorateurs, des missionnaires, des ethnologues, des institutions politiques, des ONG, des écrivains locaux. Et les indigènes y ont pris ont pris part activement à ce processus assez tard, donc dans les années 90. Et donc pour plusieurs raisons historiques, donc c'est les acteurs non indigènes qui ont façonné le processus d'écriture, qui ont façonné la forme et la valeur du mythe Naporuna écrit. Et donc les auteurs indigènes ont reproduit en fait cette forme institutionnalisée qui déforme donc leurs paroles. Donc ces raisons historiques sont donc l'histoire de l'enseignement de l'écriture, hein, le fait qu'ils n'ont jamais appris à écrire en quichua, ni à lire. L'histoire de la domination historique entre colons et indigènes, et aussi donc entre lettrés et illettrés. Donc la capacité d'écrire avait un certain pouvoir, et donc écrire comme les hispanophones, et donc de la même manière. Ça pose quelques questions. Donc, par exemple, est-ce que les politiques multiculturalistes équatoriennes participent vraiment à la sauvegarde des cultures indigènes ? Cette question, on peut répondre oui et non, parce que du coup, ça entraîne un certain intérêt pour les cultures indigènes, mais en même temps, il y a énormément d'instrumentalisation là-dedans et beaucoup de déformation, voire des trucs complètement... où c'est n'importe quoi. Par exemple, des gens qui ont pris des institutions politiques qui ont pris des mythes dans des recueils écrits par d'autres, par des indigènes, et qui les ont carrément remis tels quels, publiés une nouvelle fois sans citer personne. Voilà, ce genre de choses. Donc, autre question, est-ce que l'écriture des mythes va entraîner une canonisation des mythes ? Donc voilà, ça, je ne sais pas. Je pense que pour l'instant, c'est pas le cas, puisque chaque personne est persuadée d'avoir la meilleure version du mythe. Et est-ce que la forme du mythe écrit va affecter la forme orale ? Et là-dessus, je pense que oui, parce que certaines personnes qui ont pu me raconter des mythes qui étaient des assez jeunes locuteurs, des assez jeunes conteurs, utilisaient cette forme de récit au passé et sans citer les ancêtres. Donc voilà. Je dis, il ne me facilite pas le travail parce que la conférence était très riche de données ethnographiques localisées en Équateur, d'une part, ça c'est sûr, mais d'autre part, très riche également de réflexion et d'analyse anthropologique à valeur universelle, surtout vers les étudiants au point de vue méthodologique. Donc c'est très intéressant ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Je vous félicite pour c'est votre sujet de thèse, cet angle-là. Disons que mon sujet de thèse, ça participe de mon sujet de thèse. Puisque, beaucoup plus large. Voilà, c'est beaucoup plus large. Mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux questions de comment est-ce qu'on retransmet le passé. Et en fait, je me suis aussi beaucoup intéressé pour l'instant à comment est-ce que l'écriture des historiens, anthropologues
sur l'histoire de ce peuple-là étaient retranscrits par les intellectuels indigènes dans l'histoire orale. Comment est-ce que ces écrits-là rentraient et entraient dans la tradition orale. Donc ça, c'est un peu l'autre versant aussi. D'accord. Donc, comme j'ai un certain nombre de remarques que j'estime importantes, non pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais pour les sujets qu'elles soulèvent, et que je voudrais vous en faire part, que je vais intervenir en dernier lieu. Je vais ouvrir d'abord la séance de questions, en commençant par inviter, si mon collègue a des questions à poser, puisqu'il doit partir avant nous. Oui. Mais oui. Sinon, tu passes la... Ouais, j'ai une question, alors évidemment de Béotien. N'étant pas très religieux non plus par ailleurs, mais de ce que je connais du point de vue archéologique des textes bibliques, il y a de la réécriture. Alors, est-ce que ce n'est pas les mêmes processus, finalement, que tu décris sur... Alors, évidemment, il y a un côté exogène, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des côtés exogènes sur les textes bibliques qui sont, me semble-t-il, d'abord en araméen, avant de passer en grec, puis en latin, ce qui fait qu'il y a là aussi une sorte d'impact sociétal sur des textes, et vraisemblablement sur la signification. On se rappelle tous les interprétations du terme de vierge, qui veut dire jeune fille en grec, et puis vierge, c'est pas la même chose en latin, d'où des interprétations différentes entre, par exemple, les protestants et les catholiques. Alors évidemment, c'est peut-être pas de ce niveau-là, mais est-ce que la réécriture en soi, c'est pas un phénomène qui finalement, puisque là on parle de société et d'être d'exception, est-ce que c'est pas finalement si peu exceptionnel que ça, puisque ça existe ailleurs? Et bon, je pars de cet exemple-là, j'imagine que c'est peut-être le cas ailleurs encore, le passage de l'oralité à l'écriture. Est-ce que c'est pas un problème? En même temps, c'est un moyen de conserver. Ce que me revenait aussi par rapport à ce que, même si j'ai pas vraiment tout suivi là, ta vidéo, ce que dit cette personne, est-ce que c'est une réelle perpétuation d'un mythe, ou est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une répétition de trucs qui auraient interféré, notamment par le biais des missionnaires? Alors évidemment, si c'est des histoires de ponts et de jaguars, peut-être pas, mais cette histoire de montagnes, d'inondations, etc., de déluge, est-ce que c'est pas simplement une retranscription, une appropriation, en quelque sorte, d'un mythe qui serait occidental, qui aurait été repris par les populations locales? Alors je te dis, enfin, c'est à la fois des remarques et des questions mélangées que je te fais là. Ouais, mais bien sûr, je pense que le passage de l'oral à l'écrit n'est absolument pas exceptionnel. Ça s'est fait, je pense, depuis que l'écriture existe, dans de nombreuses sociétés. Donc la Bible est bien sûr un exemple, je pense, et en plus qui a été traduit de nombreuses fois dans différentes langues. Donc évidemment, oui. Ensuite, l'idée que les mythes sont des choses, enfin des récits transmis de manière ancestrale depuis super longtemps, de père en fils, est une idée qui a été relativement répandue et maintenant assez démentie par l'anthropologie notamment. On sait très bien que les mythes varient beaucoup, varient au cours du temps, ne sont jamais racontés exactement de la même manière, même par les mêmes personnes. Donc ce n'est pas du moins les mythes oraux, ce n'est pas des récits qui sont figés et qui se racontent exactement de père en fils de la même manière. Notamment Jacques Goudier a pas mal travaillé là-dessus. Et donc oui, on sait bien que les mythes changent beaucoup. Après, il y a des éléments qui... C'est les Dagara de Burkina. Voilà. Pas du Burkina, du Ghana. Oui, Ghana. C'est de l'autre côté, ils sont voisins. Et après, il y a des éléments qui ne changent pas dans les mythes. Bon, après, faut regarder ce qu'a écrit Lévi-Strauss sur les mythes, pour comprendre ce qui était universel dans le mythe. Mais après, tout le reste, ça s'enrichit de détails. Parfois, on perd des détails. Donc, il n'y a vraiment pas une parole qui est figée, si ce n'est dans la structure. Mais bon, ça, il faut voir du côté de Lévi-Strauss. L'histoire de l'influence des missionnaires dans la mythologie est bien sûr très très importante. Pour le coup, l'histoire du déluge et en fait des cataclysmes
est assez représenté en Amazonie et même sur d'autres continents. Je pense notamment à la Nouvelle-Guinée. On a ce genre de mythe un peu partout dans le monde et qui semble être présent du moins avant l'évangélisation. En revanche, bien sûr, quand les missionnaires viennent et racontent ce genre d'histoire, ça fait forcément écho directement. Et du coup, il y a des éléments qui proviennent de la Bible, qui rentrent dans cette mythologie, comme les anges, comme Dieu, comme Jésus-Christ. Donc chez les Naporuna, il y a beaucoup de mythes sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se promène dans la forêt et qui va visiter les gens sous forme de chien galeux ou de vieux en habit tout rapiécé. Et donc qui va donner naissance aux plantes dans les jardins des gens qui l'auront bien traité, qui lui auront donné à boire et qui l'auront soigné. Donc on a ce genre de choses. Pour l'histoire du déluge, évidemment, oui, ça peut ressembler aussi à l'histoire du déluge avec Noé et tout. Donc ça semble logique que les indigènes aient vu en fait là-dedans aussi une réalité de leur propre mythologie. Ensuite, ces indigènes-là sont chrétiens, donc ils lisent aussi la Bible. Donc ça, c'est deux choses qui se mélangent en fait. Et aussi donc dans une partie un peu plus basse sur le fleuve Napo, les deux jumeaux mythiques qui dans la partie haute, plus là où je travaille, ces deux jumeaux s'appellent Kuyur et Dusiru. Dans la partie plus basse du fleuve Napo, chez les indigènes de cette même culture, ce ne sont pas Kuyur et Dusiru, ce sont des Apustulu. Donc ce sont deux Apustulu, c'est-à-dire des apôtres. Donc qui ont pris la place de ces... Ou alors, je ne sais pas qui a pris la place de qui, parce qu'évidemment, les missionnaires qui ont travaillé dans cette région ont dû utiliser la figure des apôtres pour l'évangélisation. Bien, autre question. S'il y en a, mademoiselle, présentez-vous. Bonjour, merci pour l'intervention, merci. Donc, je suis Marcela Chamorro, étudiante en M2 en anthropologie sociale culturelle ici à l'UNISTRA. Je travaille autour de l'éducation interculturelle bilingue sur la haute Amazonie colombienne. Donc, je suis vraiment à la frontière de votre terrain. Et là, en fait, j'avais d'abord une remarque, et c'était autour de l'explosion de le multiculturalisme et les mouvements indigénistes qu'il y a dans l'Amérique latine. Je pense que ça commence plutôt pendant les années 80, en 1980. Et il y a le Nicaragua qui travaille beaucoup sur ça, la Colombie aussi, on reconnaît. En plus, en Colombie, les mouvements ils commencent surtout en 1970. Et il y a déjà des reconnaissances légales aussi, pareil en Équateur, si je ne me trompe pas. Et après, j'avais une question autour des mythes aussi, parce que, comme vous l'avez dit, la définition que vous donnez du mythe, c'est un récit oral écrit aujourd'hui. Il a un rôle explicatif, et notamment dans la notion de l'évolution, l'origine et tout. Et il prend d'un point A et un point B. Et aujourd'hui, on a des nouveaux mythes, sur mon terrain surtout. Et on enseigne les enfants la culture et la langue à partir des mythes. Et on a des nouveaux mythes qu'ils reconnaissent le peuple comme nouveau. Donc les luttes, comme les Indiens aujourd'hui, ils sont réussi à rester vivants. Et il y a un mythe pour ça, même si c'est pas un mythe, ils ne parlent pas de leur origine, ils parlent de la résistance et l'origine de la résistance. Je ne sais pas si les Naporuna, ils sont non aussi. Et après, j'avais aussi une autre question, une autre remarque, c'était par rapport au Nin, il dit. Oui. Je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose, mais les Kofan, le peuple avec qui je travaille, les Inga aussi, qui sont situés à la Haute-Amazonie colombienne, et les Mbera, qui viennent du Pacifique colombien, mais qui sont aussi sur la Haute-Amazonie aujourd'hui. Chaque fois qu'ils vont raconter leur mythe, ils vont dire il dit. Il y a toujours quelqu'un qui le dit. Et un Inga, il n'a pas un Inga, non,
Il est aussi de la famille linguistique du Quichua. Oui, Ah, c'est c'est ça. pratiquement le même. Donc, pour eux, en fait, il n'y en a pas une différence entre le il ou elle. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et voilà. Merci. Comment Ah oui. Donc par rapport à cette histoire de nouveaux mythes, en fait, c'est assez dur de faire aussi une différence entre histoire orale et mythe, dans le sens où c'est des récits qui se ressemblent beaucoup, contrairement aux contes et aux mythes, ou aux contes et l'histoire orale qui se distinguent vraiment. La différence entre mythe et histoire orale est difficile à faire, et je pense qu'elle relève aussi vraiment d'un choix théorique de la part des chercheurs. Parce que bon, on va avoir des fois de l'histoire orale qu'on va pouvoir considérer comme mythe, et inversement, et même des processus où on sait que des faits historiques vont se mythifier. Et voilà, et puis d'une certaine manière, les mythes sont de l'histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ma perspective, c'est que les mythes sont de l'histoire et ne se situent pas au même niveau que l'histoire orale. Souvent, quand on parle des mythes chez les Naporuna, on parle du commencement, de l'époque des anciens, de l'époque du début. Et quand on parle d'histoire orale, on aura plus tendance à dire à cette époque du caoutchouc, ou à cette époque de la colonisation agraire dans les années 60, ou ce genre de choses. Donc vraiment donner quand même des marqueurs temporels plus précis que dans l'ancien temps. Mais voilà. Merci. À vous. Ah, interruption. Je me permets de saluer le départ. Il est obligé de prendre un train s'il part demain en Thaïlande. Notre collègue Valérie. Merci. Oui. Deux petites questions. Oui. La première, je pense qu'elle va être vite. Vous allez pouvoir y répondre rapidement. C'est le Quichua unifié a été imposé par qui ou proposé par qui? Et la deuxième question, y a-t-il d'autres formes qui utilisent justement cette mythologie? Et là, je rends hommage à Louise Béran, qui aurait dû justement travailler sur le théâtre d'ombre au Cambodge, et qui, je pense, part des mêmes types de récits, des mythologies aussi. Alors j'aimerais bien savoir si sur votre terrain, il y a également d'autres formes, pas uniquement un transfert à l'écriture de ces D'autres mythologies. supports. Voilà, notamment orales ou de performances musicales qui restent orales, du coup. Oui. Du coup, je l'ai pas inclus dans ma recherche, mais il existe de la mythologie, enfin des récits mythiques sous forme de CD audio. Et à la radio également. Donc à la radio, il y a un programme où il parle de ça. Et c'est une personne indigène donc qui parle de ça. Voilà. En revanche, le CD audio que j'ai, c'est quelque chose qui a été fait par le ministère de la Culture avec d'autres organisations, une ONG allemande et des musiciens. Et en fait, du coup le texte il est qu'en espagnol, il est raconté, mis en ambiance, mais c'est quelque chose d'assez bizarre en fait quand on a déjà entendu des mythes Naporuna, puisque ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, on en trouve. Oui, non, on trouve que à la radio et en vidéo aussi. Vidéo sur YouTube. Il y a des vidéos contenant des mythes. Mais... Oui, pour le Quichua unifié. La question était... Oui. En fait, le Quichua unifié, l'idée a commencé dans les années 80. Mais alors là-dessus, je suis pas entièrement sûr de comment ça s'est fait, mais je crois que c'est une volonté en fait surtout des intellectuels indigènes des Andes
qui parlent quichua aussi, d'unifier, et des leaders politiques aussi, d'unifier la langue pour pouvoir se comprendre mieux entre locuteurs du quichua en Équateur. Donc en Équateur, il y aurait environ pas loin de 2 millions de locuteurs du quichua, donc de différents dialectes, à la fois dans les Andes et un petit peu en Amazonie du coup, bon, qui sont culturellement très éloignés quand même. C'est pas les mêmes cultures du tout, mais entre l'Amazonie et les Andes. Et en fait, donc, il y a eu cette volonté de créer une langue qui se base sur le quichua et qui serait unifiée du coup. Et donc, il y a eu des linguistes qui ont réfléchi là-dessus, des linguistes et des indigènes et des anthropologues, je crois. Et donc, ça a été soutenu par différentes organisations politiques. Et donc, quand ils ont créé les écoles interculturelles bilingues, et ben, ça a été la langue qu'ils ont enseignée dans ces écoles. Et donc, des langues qui ne ressemblent quand même pas trop au dialecte local. Il faut peut-être remettre ça aussi dans un contexte plus politique, plus large, puisque les langues officielles, malheureusement mondiales, sur le plan mondial, reconnues aux Nations Unies, sont en général les grandes langues occidentales des anciens colonisateurs, et de espagnol, français, anglais, etc. Et le chinois, évidemment, par le nom, etc., le russe, mais très peu de langues dites autochtones, traditionnelles, plus rares, comme par exemple en Afrique, il y en a qu'une, je crois, langue officielle reconnue aux Nations Unies, c'est le Swahili, c'est très peu, sur des centaines et en Amérique du Sud, et peut-être une volonté de faire justement émerger, qu'on entende enfin d'autres échos que peut-être les poissons. Enfin, c'est une hypothèse. Oui. Il faudrait peut-être. En Équateur, on a 2 langues indigènes qui sont officielles aussi. On a le quichua du coup et le shuar, donc qui sont des indigènes d'Amazonie aussi. Donc il y a beaucoup de locuteurs. Ceux qui ouais. sont enfin, du même groupe. Descola, il a travaillé avec les Achuars, mais c'est un groupe oui, du même groupe. Ouais. D'accord. Il y avait une question. Oui, Brian Nemec, étudiant en licence ethnologie. C'est plus une remarque, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Lorsque vous avez dit que vous ne savez pas que vous pensiez que les mythes font partie de l'histoire, alors moi je ne sais pas si ils font partie de l'histoire, mais en tout cas ils disent beaucoup sur les représentations des groupes humains. Et notamment là, dans les différentes images que vous nous avez montrées, moi j'y vois un parallèle avec la brousse, les humains qui anthropisent l'invisible. Donc par exemple, quand il y a avec les guépards qui tombent dans la cascade, l'arbre qui est abattu, il y a l'idée d'aller vers l'invisible. Et les jaguars, oui, pardon. Oui, pardon, je suis en licence. Et du coup, moi, j'y vois quand même un danger dans le fait de retranscrire à l'écrit des traditions orales, mais pour l'ethnologue qui étudie les populations humaines, puisque comme de génération en génération, ces mythes sont réappropriés, retravaillés, je trouve qu'en les canonisant, comme vous avez dit, à l'écrit, ça crée une difficulté pour l'ethnologue pour savoir comment, et du coup une difficulté pour se les réapproprier. Et voilà, enfin, si j'ai bien compris, tu dis par rapport aux ethnologues que c'est difficile pour les ethnologues de savoir à quoi se fier par rapport aux mythes vu qu'ils sont écrits. Ouais, bien sûr, mais ça dépend en fait quel est le sujet de recherche. En fait, si on veut documenter le processus d'écriture ou même d'évolution des mythes, c'est assez intéressant. Après, si on recherche la pureté des mythes, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, donc c'est pas très gênant. Après, oui, ça peut entraîner une canonisation des mythes, et ça, c'est clair que c'est un potentiel danger pour l'évolution orale de ces mythes, mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. À vrai dire, les indigènes ne lisent pas beaucoup ces livres. Voilà. Surtout les jeunes, d'ailleurs, sont assez désintéressés par ces livres-là. Ça peut changer. Mais ça peut changer, en effet. Mais au final, s'ils ont vraiment envie de savoir, ils ne vont pas aller regarder dans un livre, ils vont aller voir grand-papa, grand-maman, et voilà. Bien. Je vais me permettre de conclure
sur mes remarques et questions, enfin, je vais faire court, je vais essayer de faire court, j'ai beaucoup de choses qui me sont venues et qui peuvent être intéressantes pour vous aussi, mais non seulement pour vous, mais pour nos étudiants. Mais je vais essayer de faire court pour vous éviter c'est quand même assez long, on n'a pas dépassé l'horaire pour une fois quand même. Donc, certain nombre de points. Alors, en ce qui concerne l'inclusion biblique, par exemple, d'éléments issus de l'Occident via les missionnaires ou autres, ce n'est pas réservé au christianisme ni à l'Amérique du Sud, puisque, par exemple, les Palawan animistes de l'île de Palawan au sud des Philippines, étudié par Charles MacDonald dans son ouvrage paru en 1987, qui est issu de sa thèse d'État, c'est sur les mythes, d'une manière vue structuraliste, l'éloignement du ciel chez les Palawan. Il parle il propose, enfin, il traduit et commente des mythes d'origine, donc des mythes étiologiques de cosmogonie qui expliquent l'origine de l'univers, de l'homme, l'apparition de ces choses, et c'est extrêmement mêlé d'éléments musulmans. Or, le reste des Philippines, de cette partie du sud des Philippines, Mindanao, etc., a été islamisé très très tôt. Donc, effectivement, il est normal de retrouver des éléments. De même, chez les Jawi du sud de la Thaïlande et les Malais en sens large, traditionnels, pas les Malais modernes qui sont comme vous en jean et avec les trucs qui rendent fou, là, les smartphones, pardon. Ces gens-là ont des mythes d'origine où apparaissent Adé et Awo, c'est-à-dire Adam et Ève. Le premier homme et le première femme. Évidemment, le premier homme et la première femme, pratiquement toutes les sociétés du monde ont le mythe d'une manière ou d'une autre, mais ils ne le nomment pas comme nous. Mais vous voyez, et là, c'est l'influence du Coran, c'est l'influence des enseignements musulmans via les écoles coraniques, etc. Il peut y avoir des influences hindouistes aussi. Il peut y avoir, le mélange des genres. On retrouve dans le Ramayana, qui est toujours enseigné d'une manière orale dans les populations, même s'il y a une base écrite, on retrouve des mentions du télégraphe, des combats aériens, etc., qui sont issus évidemment de la Seconde Guerre mondiale, qui ont marqué les populations locales, qui les ont inclus, ces éléments, dans leurs mythes, dans leurs épopées. Je viens après sur la structure. Sur les nouveaux mythes, les nouveaux mythes, c'était très intéressant, merci Mercier pour ça, mais c'est pas réservé à l'Amérique du Sud, puisque par exemple, d'abord, il se crée des mythes tous les jours, le mythe du bon président avec Macron, vous voyez, par exemple, ça c'est un mythe sympa, mais des mythes beaucoup plus anthropologiques, il faut couper... Romain, il ne faut pas laisser ça. Les mythes, par exemple, qu'on trouve en Asie du Sud-Est d'origine du maïs. Mythe d'origine du maïs. Bon, du piment, de la tomate et de l'EVA. Tous ces végétaux proviennent d'Amérique du Sud ou centrale. Pour la tomate, plutôt au Mexique, c'est ça enfin, non, plus au sud. Enfin, dans le coin. En tout cas, le piment et les EVA viennent d'Amazonie, on le sait. Mais pour les Lao, pour les Thaïs, les Khmers, c'est natif, c'est à eux, et Dieu, les divinités leur ont donné ces choses. Ça, c'est récent. Certaines plantes n'ont pas encore de mythe, elles ne sont pas assez anciennes. Les EVA, ça commence à peine. Donc, l'EVA est arrivé en Thaïlande du Sud et en Malaisie au début du XXe siècle, donc c'est tout récent. Et les mythes commencent à peine à émerger. Vous voyez, c'est un peu comme... donc, c'est quelque chose d'effectivement très important. Mais ce n'est pas réservé à une certaine catégorie. Alors, sur les non indigènes, ça c'est une question, mais vous répondrez à la fin. Première question, c'est quoi un non indigène? Est-ce que c'est un étranger, un Américain, un Français, un Espagnol d'Espagne, ou est-ce que c'est les gens de la ville, les gens de la capitale, en l'occurrence Quito? Non, c'est ça, oui, Quito. Vraiment, dès que je vois un U, moi je prononce à la Jawi. C'est normal. Et donc, ça, il faut le préciser. De même que qu'est-ce qu'un missionnaire laïque, ça m'intéresse, ça. C'est super intéressant. Je vois pas. Je sais ce que c'est un laïque, je sais ce que c'est un missionnaire, mais alors, c'est un oxymore, ça s'appelle. Voilà, ça m'intéresse. Non, mais il faut le préciser, c'est très intéressant. Alors, en ce qui concerne vous parlez de mythes, récits, à la fin, dans votre conclusion, les récits faux
qui serait reconnu, enfin, vu comme faux par les auteurs non indigènes, par les gens qui font usage et argent aussi de ces publications et de cette valorisation notamment touristique, mais avec un peu de condescendance vis-à-vis des sauvages, vis-à-vis des gens de la forêt de l'amont. C'est toujours la même chose, parce que l'Amazonie, c'est quand même un pays de forêt, et quand on est en forêt, on est le sauvage, Silvius. Mais on peut le voir aussi d'une autre manière, ne l'oubliez pas, c'est aussi le mythe, un récit merveilleux, le récit qu'on donne à entendre aux enfants, le conte du Père Noël, c'est un mythe. Enfin, je ne parle pas du celui en rouge, du Coca-Cola, non, je parle du mythe antérieur, sous une forme ou sous une autre. Le Blanche-Neige et les Sept Nains, et toutes les histoires merveilleuses qui sont mythiques, parce que justement, le merveilleux n'est pas péjoratif, il est juste une ouverture sur autre chose, et ça permet aussi d'être utile dans les sociétés. Donc il y a un aspect péjoratif d'une part, mais il y a aussi éventuellement un aspect non péjoratif, ou voire amélioratif, à l'opposé. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et puis, alors, pour en revenir à des choses plus précises, 2 points qui peuvent vous intéresser. Alors, sur les Summer, c'est anecdotique. Le Summer Institute of Linguistics, très fameux, dont a parlé notre camarade, c'est un institut qui a été très actif dans les années 70, non seulement en Amérique du Sud, avant 73, avant la chute de Allende, par exemple, c'est juste une coïncidence, mais aussi, probablement, mais aussi au Vietnam et au Cambodge. Au Cambodge, juste avant la révolution, la prise de pouvoir, le coup d'État en 70 par Lon Nol, comme par hasard, et d'autre part au Vietnam Sud, notamment chez les Mnong, etc., chez les Stiens, des poteaux indochinois équivalents à vos Amazoniens. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, certains étaient des vrais linguistes qui travaillaient à bon escient comme un linguiste, d'autres étaient ambigus, et certains, de toute façon, aujourd'hui, les archives s'ouvrent, et on sait que, principalement, les gens du Summer Institute of Linguistics, s'ils n'étaient pas des agents de la CIA, leurs travaux étaient largement utilisés par eux, et notamment, il y avait des tas de publications, et ça a donné lieu notamment à la traduction en anglais non autorisé de ce fameux ouvrage de Georges Condominas, Nous avons mangé la forêt de la pierre Génigo, Isabri Maoriango en Mnong, qui a été traduite en anglais sans l'autorisation de Condominas, qu'il l'a dénoncé lors du discours inaugural de la American Anthropological Association en 1972 à Toronto. C'était le premier ethnologue étranger invité à prononcer ce discours d'honneur. Et il leur a dit, vos agents de renseignement, vos agences de renseignement ont traduit en anglais sans mon autorisation ma monographie sur les Mnong, et vous les avez imprimé cette version anglaise et distribuée au béret vert Green Berets, les Special Forces américaines, pour aller se battre et essayer de les amadouer en quelque sorte, de les comprendre. Donc c'est une utilisation militaire qu'il a dénoncée. Vous voyez, comme quoi il faut se méfier. Vous avez bien fait de le citer, mais c'est pas. Il y a toujours des interférences extérieures, pas seulement avec le. Et d'autre part, de manière plus utile pour vous. Alors en ce qui concerne ça y est, j'ai perdu. Nin. J'ai dit, il a dit que. Alors en Jawi, c'est dio, c'est toujours dio, il, neutre aussi. On ne sait pas si c'est femme ou homme, on ne sait pas s'il est jeune ou vieux, et on ne sait pas surtout s'ils sont un ou plusieurs. C'est vachement facile. Donc à un moment, j'ai dit dio, mais il, mais c'est qui? C'est le tigre? Non, c'est l'autre, c'est l'homme, c'est la bonne femme, on ne sait plus, eux ils suivent. Et c'est une très même chose. Et ils disent aussi, ils ont des embrayeurs narratifs et des marqueurs de fatigue, de contact fatigue, de la fonction fatigue, des marqueurs de contact qui entretiennent le « allô, vous m'écoutez », etc. C'est ça aussi. J'ai dit, il a dit que, je dis que, et toutes nos histoires commencent par « les anciens disaient », autrefois on disait, il y a longtemps, enfin en fait il était une fois, pour résumer, et ça termine toujours les histoires. J'ai collecté des centaines d'heures d'enregistrement chez les Jawi, un gros corpus, et j'ai transcrit des milliers de pages, j'ai beaucoup de littérature orale également, et je retrouve exactement les mêmes choses, sous une autre forme, mais très proche, et ils finissent toujours par dire « j'ai dit ». Ça rappelle des choses à mes étudiants. Et donc, ça c'est un truc. Et d'autre part, alors ils disent Dioroya, il a dit, j'ai dit. Et Dioroya,
c'est tout. Il y a c'est fini. Abish, c'est fini. Voilà, il termine comme ça, mais ce sont des choses extrêmement importantes. Alors là, comme bien noté par Mercier, la narration, la forme narrative est apparentée à d'autres sociétés voisines, du fait notamment d'une proximité soit géographique, soit écologique, soit linguistique. En l'occurrence, ils ont les trois, pour le coup, chez les Cofans. Mais évidemment, c'est très universel, je crois. Et le fait que... Alors, je termine sur ces 2 points extrêmement importants. Raccourcir le mythe en ne gardant que la partie utile, ça me rappelle le gouvernement français qui dit qu'en université, on va supprimer les sciences sociales, les sciences humaines, c'est moins efficace, c'est moins utile, c'est pas rentable, pour garder que les trucs qui servent, c'est-à-dire commerce, banque, choses sérieuses, quoi, ingénierie un petit peu quand même. Et c'est la même chose. Eh bien, cette chose, on la retrouve partout. C'est-à-dire qu'on ne garde, et même Lévi-Strauss l'a fait, puisque dans les mythologiques, il ne travaille pas sur la matière brute, mais il travaille à partir principalement de traductions déjà opérées, déjà faites par d'autres. Bon, c'est vrai aussi qu'il avait un corpus tellement énorme à travailler qu'il a été obligé de faire appel à d'autres, puisqu'il n'avait pas assez de ses propres notes ethnographiques, évidemment. C'est le cas de tous les comparatistes. Mais évidemment, quand on traduit et qu'on garde, lui, d'autant plus qu'il a une approche structuraliste, qu'il cherche la structure profonde, donc les mythèmes, ce qu'il appelle les mythèmes, les morceaux récurrents d'éléments interchangeables qu'on peut déplacer, qui sont une espèce de briques, en fait, et il cherche ça, il utilise ça. Donc le superfétatoire, c'est-à-dire tout l'habillement, ne l'intéresse pas, il l'évacue. Soit c'est déjà évacué dans les traductions, ce qui est un peu le cas des nouvelles quand on passe à l'espagnol, évidemment, mais c'est exactement le cas pour les Jawi quand on lit des traductions faites en thaï ou en malais moderne, malais de Kuala Lumpur, c'est la même chose. Or, qu'est-ce qu'on y perd? L'essentiel. Et c'est ça le travail de l'ethnologue. C'est-à-dire que justement, ces petits tics, ces petites... vous savez, c'est comme ces merveilleux étudiants qui, toutes les 5 minutes, disent du coup, c'est une marque distinctive et culturelle d'une époque ou d'un lieu. C'est très drôle. Et il y a ces marques distinctives relèvent de ce que le grand, l'immense, le géant André Leroi-Gourhan, auteur inoubliable du non moins inoubliable Geste et la parole, que vous avez lu, mais il faut le relire. Soit c'est dans le tome 2, mais je ne suis pas sûr de ça. Il parle je vous trouverai la référence. Il parle du style ethnique. Il explique ce que c'est le style ethnique. Le style ethnique, ce n'est pas un truc dépréciatif. C'est pas du tout. Le style ethnique, c'est ce qui marque culturellement une société. Qu'elle peut être d'ailleurs, elle peut être aussi française qu'amazonienne. C'est pas il n'y a pas de hiérarchie là, en l'occurrence. Mais il y a un style qu'on retrouve également dans le matériel, la culture matérielle. Par exemple, les vanneries d'Amazonie forestière et les vanneries de Bornéo, c'est à peu près les mêmes en forme et en usage. Elles se ressemblent beaucoup. Par contre, les végétaux diffèrent, mais surtout, la différence s'effectue au niveau des décorations, de la définition et justement du style. Or, c'est ce style qui marque le rythme, qui marque en fait, c'est ce que cherche l'ethnologue, et c'est ce qui fait la richesse d'une société. Donc moi, quand j'ai été amené à travailler chez les Jawi, j'avais une langue orale non écrite. Mais tout le monde me disait, il y a une écriture, ce n'était pas la leur. Un peu comme chez vous d'ailleurs. Disons que c'était du Quechua standard, que les gens me disaient c'est leur langue, ce n'était pas leur langue. Et donc moi j'ai j'ai établi la phonologie de leur langue. Puis à partir de ça, avec des linguistes qui me l'ont validé, j'ai créé une écriture qui rend compte absolument précisément justement de toutes ces petites ces tics de langage, ces façons d'être, de dire, les accents comme l'accent de l'Ariège qui n'est pas celui de la Bourgogne, l'accent de votre coin quoi, vous n'avez pas trop d'accent, c'est dommage. Ça dépend quand. Qui est très beau. L'accent, je sais pas moi, corse, berrichon ou autre, et c'est significatif. Et Marseille, etc. Eh bien, cette écriture permettait de rendre ceci et moi je transcrivais absolument et je publie quand je fais des traductions les répétitions qui sont voulues,
qui sont un style, font partie du style, mais aussi les termes comme nin, ça, les termes de langage qui sont caractérisants, et c'est ça le style, et c'est ça qui fait la valeur ethnographique de la transcription. C'est ça votre rapport quand vous aurez à rendre, par exemple, si vous enregistrez des nouveaux mythes, grâce à notre ami, vous avez repéré tous les nouveaux mythes maintenant, et vous les collectez, vous les enregistrez, mais rendez-les non pas en espagnol, non pas mais dans la langue, dans l'écriture. Alors quand c'est oral, on peut aussi les rendre maintenant par YouTube, où on n'est pas obligé de le faire uniquement par voix écrite. Et voilà. Moi je ne veux pas être trop long, mais c'est vraiment une piste pour vous. C'est très important, le style ethnique. Je n'ai pas le temps de développer. Et enfin, je termine par la remarque, enfin concernant, je rejoins encore Mercier pour la définition du mythe. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont signalé, mais alors, le mythe, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est une définition tout à fait acceptable pour moi. Cependant, la plupart des ethnologues, je sais, parce que je me suis fait engueuler surtout parce que c'était des gens plus connus que moi, enfin moi je ne suis pas très connu, mais par exemple, MacDonald me disait, quand il est venu sur mon terrain, Charles MacDonald, spécialiste des Palawan, me disait, tu comprends, il y a n'importe quoi, un mythe, c'est pas ça, moi c'est un structuraliste, mais il me disait, un mythe, c'est quelque chose de très court, étiologique, c'est-à-dire qui rapporte, qui explique d'une manière extrêmement ramassée, contractée, l'origine de tout, l'origine d'abord de l'univers, des mythes cosmogoniques, puis de l'apparition des hommes, des animaux, des plantes, etc. Mais de manière très ramassée, ou des grands drames, le déluge, des choses comme ça, ou l'apparition de quelque chose de localement très important. Bon, je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'est quelques lignes, c'est quelques minutes de diction. Pour lui, c'est ça un mythe. Or, moi, j'ai mis à jour l'histoire de l'éléphant blanc défense noire, qui est une légende, paraît-il, un conte assez long, mais en fait, c'est un mythe fondateur. Vous voyez. Et j'ai connu Jacques Dourne, qui est le véritable fondateur en France, en tout cas le refondateur en France, de l'importance de la tradition orale, la littérature orale dans la compréhension, dans l'approche anthropologique, ethnographique. C'est Jacques Dourne qui a été un des grands pionniers. Bon, après, Vancina, le belge, pour l'Afrique, mais Jacques Dourne, qui a travaillé 25 ans chez les Djarai, les Sré proto-indochinois du Vietnam, a collecté une masse phénoménale d'oraux, de 10 oraux qu'il a traduit et transcrit pour partie, tellement c'était énorme. Il est mort avant d'avoir fini. Il a énormément publié, je vous enverrai les références. Et j'ai établi sa biographie, elle fait plus d'un millier de titres, c'est énorme. Eh bien, Dourne disait que tout texte autochtone, je préfère en français autochtone, tout texte traditionnel d'une société traditionnelle non étatique, si vous voulez, surtout dans les espaces forestiers similaires à celui du peuple que vous approchez, c'est un mythe, c'est un récit mythique. Le récit mythique, c'est pas à nous de le définir, c'est à eux, comme vous avez d'ailleurs dit d'une autre manière. Et il peut prendre des formes assez longues, il peut prendre des formes très brèves, mais surtout, il peut être associé, c'est le cas dans certains mythes que j'ai relevés moi, à des légendes ou à des contes. Il peut se fondre, vous voyez, il peut devenir partie d'une légende ou l'ouvrir, parce qu'il est systématiquement annoncé, comme vous avez dit, le déluge du feu, le déluge de l'eau, séparés, puis ensuite fondu en un seul texte, en fait. Eh bien, la même chose arrive pour un mythe d'origine de l'humanité, de la création, etc., avec le mythe de l'oiseau de paradis et de l'apparition du serpent, le serpent magique, et pour les hommes, et la tourterelle dorée. C'est un mythe de quand on l'écrit, c'est quoi, 4-5 lignes. Et en réalité, il est fondateur de tout. Il est inclus systématiquement dans une légende beaucoup plus longue qui raconte l'histoire de la tourterelle. Donc, en fait, c'est quelque chose de très intéressant. La revisitation c'est très important, ça. Il faut sortir des ornières. C'est comme pour le chamanisme. Certains anthropologues pensent que chaman, c'est quelqu'un qui va aller sortir de son corps et entame un voyage ailleurs, va dans le pays des divinités, etc., des déités qu'il va contacter, confronter, et revient ensuite.
Et il pense que la possession, c'est au contraire l'esprit qui vient prendre possession, qui mange l'homme. En réalité, la plupart des ethnologues que je connais sont comme moi et disent c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas vrai. Ça peut l'être chez les Tongos, ça peut l'être dans certains groupes ethniques de Sibérie, mais partout en Asie du Sud-Est, ce n'est pas valable. En Océanie, je ne crois pas non plus. En Afrique, j'en ai parlé à mes collègues, c'est aussi mélangé. C'est-à-dire que c'est à la fois l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus souple dans nos définitions. Nous sommes trop rigides, nous les Européens, et nous, par exemple, quand on parle, vous voyez, même nous, des mythes, des contes, des légendes, etc., on a des catégories qui sont les nôtres. Or, elles ne correspondent évidemment pas aux leurs, parce qu'ils n'ont pas théorisé de la même manière. Donc, c'est ce que vient de nous exposer Arthur Cognet, qui a fait, je précise parce que c'est remarquable, avant qu'on lui ait attribué une bourse méritée, presque à l'unanimité, enfin, du comité de sélection, qui n'est pas facile. Il a fait, avant qu'on lui donne cet argent, il a fait un long terrain de presque un an. 13 mois. Voilà, plus d'un an, sur ses propres fonds, en travaillant durement dans des petits boulots de toutes sortes. C'est un homme courageux, intelligent, et il nous l'a montré aujourd'hui parce que ce qu'il a expliqué à propos des mythes, de l'écriture du mythe chez les Napolona, amène énormément de questionnements méthodologiques et de repositionnement intellectuel sur un pan anthropologique. Vous voyez, le débat n'est pas clos, et je vais le relancer après avec Mercier pour une dernière intervention. Et donc, je voudrais le remercier très sincèrement, parce que c'est un jeune chercheur qui n'a pas l'habitude encore d'aller dans les grandes manifestations internationales comme ici. Mais j'espère que vous reviendrez nous voir bientôt, parce qu'on va suivre vos travaux qui sont passionnants. Merci de cette...